Au réveillon de Noël, mon grand-père milliardaire a frappé la table du plat de la main et a crié mon nom si fort que toute la pièce est devenue silencieuse. « Chloé » a-t-il dit, sa voix froide et maîtrisée. « Explique-moi ça, tout de suite. » Je me suis figée. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. Les rires, le tintement des verres, la fausse chaleur familiale. Tout a disparu en un instant. Tous les visages se sont tournés vers moi, mes parents, ma tante, mes cousins, tous attendant que j'avoue quelque chose que je ne comprenais même pas. Je n'en ai aucune idée, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis je l'ai vue. L'expression de mon grand-père ne s'est pas radoucie. Elle s'est durcie. Non pas de colère, mais de déception. Le genre de déception qui vous annonce que quelque chose de bien plus grand est sur le point de s'effondrer. Avant que quiconque puisse parler, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme en costume sombre est entré, tenant une mallette. « Je suis l'avocat de la famille », a-t-il dit calmement. Et cette conversation ne peut pas attendre. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce réveillon de Noël allait détruire tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Le silence semblait plus lourd que le cri de mon grand-père. Personne ne s'est précipité pour me défendre. Personne n'a ri en parlant d'un malentendu. Personne n'a dit « Papa, tu dois te tromper ». Ils sont juste restés assis. La main de ma mère s'est resserrée sur son verre de vin. Mon père fixait la nappe comme si ses motifs exigeaient soudain toute son attention. En face de moi, ma tante a pincé les lèvres, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas choqués. Ils avaient peur. « Grand-père », ai-je dit prudemment, forçant ma voix à rester stable. « Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais rien possédé de cher de ma vie. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a étudié comme il l'avait toujours fait, silencieusement, intensément, comme s'il lisait entre chaque mot que je prononçais. « Chloé », a-t-il finalement dit, plus lentement maintenant. « Il y a 3 ans, j'ai acheté une propriété. Je l'ai mise à ton nom. Pas comme un cadeau que tu pourrais gaspiller, mais comme une protection, quelque chose que personne ne pourrait jamais te prendre. » Ma poitrine s'est serrée. « C'est impossible, ai-je dit. Je vivais en colocation à l'époque. Je ne pouvais même pas payer les réparations de ma voiture. »« Je sais », a-t-il répondu. Cette simple phrase m'a glacé le sang. S'il savait à quel point j'étais fauchée, alors comment cela pouvait-il être vrai? Je me suis tournée vers mes parents. « Maman, papa, s'il vous plaît, dites-moi de quoi il parle. » Ma mère a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Ce n'est vraiment pas le bon moment. Tu es déjà si dépassée. » Dépassée. Encore ce mot. C'était le même mot qu'elle utilisait quand je demandais pourquoi mes demandes de prêt étaient toujours rejetées. Le même qu'elle utilisait quand j'avais perdu une offre d'emploi sans explication. Le même qu'elle utilisait chaque fois que j'insistais trop pour avoir des réponses. Je ne suis pas dépassée, ai-je dit. Je suis perdue. Mon père a finalement levé les yeux. « Chloé, c'est Noël », a-t-il dit. « On pourra parler de finances un autre jour. » De finances? C'est alors que mon grand-père s'est penché en avant. « De finances », a-t-il répété. « C'est comme ça que vous appelez ça maintenant ?» Son ton était calme, mais je l'avais déjà entendu pendant des réunions du conseil d'administration, pendant des négociations qui se terminaient par la faillite d'entreprises entières. « Vous m'avez dit », a-t-il continué, en regardant directement mes parents, que Chloé n'était pas assez stable émotionnellement pour gérer un patrimoine important. L'air a semblé se raréfier dans la pièce. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. « Vous avez dit quoi ?» ai-je murmuré. Ma mère a soupiré comme si c'était moi qui étais difficile. « Nous étions inquiets pour toi. Tu as toujours été sensible. » Sensible. J'ai pensé aux nuits où j'avais pleuré seule, convaincue que mes difficultés étaient la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Que je n'étais tout simplement pas faite comme le reste de la famille. Et soudain, une pensée terrifiante a fait surface. Et si rien de tout cela n'était un accident? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement, ai-je demandé, ma voix tremblant maintenant malgré mes efforts.
Ma tante s'est éclairci la gorge. Chloé, tu prends ça trop à cœur. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ce n'était pas un malentendu. C'était quelque chose de soigneusement caché. Quelque chose que tout le monde à cette table savait, sauf moi. Et quoi que ce soit, c'était assez important pour que mon grand-père milliardaire amène un avocat au dîner de Noël. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se refermaient lentement sur moi. Je ne prends rien à cœur, ai-je dit, mes doigts se crispant sous la table. Je pose une question simple. Pourquoi est-ce que j'entends parler d'une propriété à mon nom pour la première fois de ma vie? Personne n'a répondu tout de suite. Cette pause était plus bruyante que n'importe quelle dispute. Ma mère a échangé un regard avec mon père. Rapide, habitué. Le genre de regard que les gens ne réalisent même pas qu'ils font quand ils partagent des secrets depuis des années. Chloé, a dit mon père en baissant finalement la voix. Tu as toujours eu du mal à gérer le stress. Tu te souviens comme c'était difficile après tes études? Je me souvenais. Je me souvenais des services de nuit au restaurant, des dîners de pâtes, et de faire semblant que tout allait bien parce que demander de l'aide se transformait toujours en sermon sur la nécessité de se forger le caractère. Mais ça n'explique pas ça, ai-je dit. Si grand-père a acheté quelque chose pour moi, pourquoi on ne me l'a pas dit? Ma tante s'est penchée en avant. Parce que tu n'étais pas prête. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Prête à quoi? Ai-je demandé. À connaître la vérité? Mon cousin a ri nerveusement. Tu déformes tout, Chloé. Personne n'essayait de te faire du mal. J'ai regardé autour de la table. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'on m'a menti toute ma vie? Mon grand-père n'avait pas dit un mot. Il se contentait d'observer. Ça m'effrayait plus que tout. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit doucement, adoptant le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je doute de moi-même. Tu étais fragile à l'époque, émotive. Nous avions peur que l'argent ne te détruise. Me détruire? Ai-je répété. Oui, a-t-elle dit. Nous pensions qu'il était plus sûr que quelqu'un de plus stable gère les choses. La conclusion était claire. Pas moi. Ma poitrine s'est serrée alors que des souvenirs se réorganisaient en quelque chose de laid et d'inconnu. Des entretiens d'embauche qui se terminaient brusquement. Des vérifications de solvabilité qui échouaient pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Des portes qui se fermaient juste avant que je ne les atteigne. Qu'est-ce que vous avez géré exactement? Ai-je demandé tranquillement. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons pris des décisions dans ton meilleur intérêt. Cette phrase encore, dans ton meilleur intérêt. Elle sonnait soudain moins comme de l'inquiétude et plus comme un avertissement. Donc, pendant que je galérais, ai-je dit, vous preniez des décisions sur mon avenir sans me le dire. Tu devrais être reconnaissante, a lâché ma tante. D'autres n'ont pas ce genre de protection. Protection? J'ai failli rire, car rien dans ma vie n'avait jamais semblé protégé. Mon grand-père a finalement parlé. Chloé, a-t-il dit doucement. As-tu déjà reçu mes lettres? Mon cœur a raté un battement. Des lettres? Je t'écrivais tous les mois, a-t-il dit. Je te demandais comment tu te sentais dans la maison. Si tu avais besoin de quelque chose. La pièce est devenue glaciale. Je n'en ai jamais reçu une seule, ai-je dit. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Mon grand-père s'est tourné lentement vers mes parents. Alors quelqu'un, a-t-il dit calmement, nous a menti à tous les deux. Personne n'a contesté. Personne n'a nié. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait pas d'une seule propriété. Il s'agissait d'années de contrôle, de manipulation silencieuse, et d'une version de ma vie qui avait été soigneusement éditée sans mon consentement. Et nous n'avions toujours pas ouvert la mallette de l'avocat. L'avocat n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Il se tenait près de la porte, calme, patient, comme s'il savait exactement comment cela allait se dérouler et attendait simplement le bon moment pour intervenir. Sa mallette reposait à ses pieds, intacte, mais semblait être l'objet le plus lourd de la pièce. Mon grand-père s'est tourné vers lui. Maître Lambert, a-t-il dit, sa voix ferme. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'il a fallu.
L'avocat s'est avancé et a posé la mallette sur la table de la salle à manger, juste entre la dinde à moitié mangée et la sauce aux érelles intacte. Le doux déclic des serrures a résonné plus fort que n'importe quel cri. Je vais faire simple, a dit maître Lambert. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne l'est pas, il a ouvert la mallette et en a sorti une pile de documents soigneusement classés, codés par couleur, précis. Ce n'était pas une conversation. C'était une enquête. Il y a 3 ans, a-t-il commencé. Monsieur Henri Dubois a acheté une propriété au bord d'un lac, évaluée à un peu moins de 3 millions d'euros. Mon souffle s'est coupé. Acheté, a-t-il continué, au nom de Chloé Dubois. Chaque muscle de mon corps s'est raidi. Ce n'est pas possible, a dit mon père immédiatement. Chloé se souviendrait d'avoir signé quelque chose comme ça. Maître Lambert a hoché la tête. Vous avez tout à fait raison. Il a fait glisser un document vers moi. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit. Est-ce que cette signature est la vôtre? Je me suis penchée, les mains tremblantes, pour regarder. C'était mon nom, mais ce n'était pas mon écriture. Non, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais signé ça. Ma mère a ri doucement, un son mince et forcé. C'est ridicule. Chloé oublie tout le temps des choses. Je l'ai regardée. Vraiment? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as appris à signer mon nom, ai-je dit. Tu sais que ce n'est pas la mienne. La table est redevenue silencieuse. Maître Lambert a continué comme si personne n'avait parlé. Il y a 6 mois, la propriété de ce bien a été transférée à un autre membre de la famille pour la somme symbolique d'1 euro. 1 euro. La chaise de ma tante a raclé bruyamment le sol alors qu'elle bougeait. Ce transfert, a ajouté maître Lambert, a été enregistré en utilisant des documents imprimés il y a moins d'1 an. Les yeux de mon grand-père se sont plissés. Expliquez. La plupart des imprimantes modernes intègrent des codes d'identification, a dit calmement maître Lambert. Elles enregistrent la date et l'heure de l'impression. Ce document a été créé il y a 6 mois. Mon père s'est levé brusquement. C'est de la folie. Vous nous accusez de crime pour des erreurs de paperasse. Asseyez-vous, a dit mon grand-père, sa voix dangereusement calme. Mon père s'est rassis. Maître Lambert a tourné une autre page. De plus, a-t-il dit, des fonds destinés à aider Chloé pour les premières échéances de son prêt ont été détournés. J'ai eu le vertige. Détournés où? Vers un compte privé, a répondu maître Lambert. Au nom d'un membre de la famille. La main de ma mère a volé à sa bouche. Ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-elle dit rapidement. Nous gérions les choses temporairement. Temporairement? Ai-je demandé. Pendant 3 ans? Ma voix s'est brisée. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais restée éveillée à calculer mes factures, me demandant comment tout le monde semblait avancer alors que je restais bloquée. Vous m'avez dit d'être patiente, ai-je dit à mes parents. Vous m'avez dit que les difficultés me rendraient plus forte. Personne n'a croisé mon regard. Maître Lambert a fermé le dossier et a regardé directement mon grand-père. Ceci n'est plus une affaire de famille, a-t-il dit. C'est une affaire juridique. Mon grand-père a hoché lentement la tête. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre des années auparavant. Ma famille ne m'avait pas sous-estimée. Elle m'avait délibérément maintenue impuissante. Et maintenant, pour la première fois, la vérité n'était plus quelque chose dont il pouvait se sortir en parlant. Elle était écrite noir sur blanc, et nous n'étions qu'au début. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les documents gisaient sur la table comme des témoins silencieux, lourds de vérité que personne ne voulait toucher. Je les ai fixés, mon esprit remontant les 3 dernières années, rejoint des moments qui prenaient soudain un tout autre sens. Alors c'est pour ça, ai-je dit lentement. Tout le monde m'a regardé. C'est pour ça que toutes mes demandes de location d'appartements ont échoué, ai-je continué. Pourquoi mon dossier à la Banque de France se dégradait alors que je payais tout à temps? Pourquoi je ne pouvais jamais m'en sortir, peu importe à quel point je travaillais? Ma mère a secoué la tête. Chloé, tu tires des conclusions hâtives. Vraiment? Je me suis tournée vers maître Lambert. Y a-t-il eu d'autres irrégularités?
Il a hésité juste une seconde, assez longtemps pour me dire que la réponse ne serait pas facile. Oui, a-t-il dit. Il y a eu des communications envoyées à plusieurs institutions financières et employeurs. Mon cœur battait la chamade. Des communications de qui? De cette maison, a-t-il répondu calmement. Des emails exprimant des inquiétudes quant à votre stabilité émotionnelle et votre fiabilité sur le long terme. La pièce a explosé. C'est un mensonge, a crié mon père. Nous ne saboterions jamais notre propre fille. J'ai ri, un son sec et creux qui m'a surprise moi-même. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Vous avez juste appelé ça de la protection. Ma tante s'est levée. Ça va trop loin. Chloé a toujours été théâtrale. Tout le monde le sait. Je me suis tournée vers elle. Savais-tu que je pleurais dans ma voiture après chaque lettre de refus? Que je pensais que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez moi? Elle n'a pas répondu, car la réponse n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que personne n'avait arrêté ça. Mon grand-père a fermé les yeux, son visage contracté par quelque chose qui ressemblait à du regret. Vous m'avez dit, a-t-il dit doucement, que Chloé était instable, qu'elle avait besoin de supervision. La voix de ma mère s'est brisée. Nous avions peur. Peur de quoi? Ai-je demandé. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et pour la première fois, son expression n'était ni contrôlante ni méprisante. Elle était calculatrice. Que si tu devenais indépendante, a-t-elle dit prudemment, tu n'aurais plus besoin de nous. Les mots ont atterri comme une dernière pièce s'emboîtant dans le puzzle. Il ne s'agissait pas de ma sécurité, il s'agissait d'un levier de pouvoir. Alors, vous m'avez maintenue petite, ai-je dit. Vous vous êtes assuré que je reste dépendante. Mon père a frappé la table de sa main. Nous sommes toujours tes parents. Oui, ai-je répondu. Et les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les piéger. Maître Lambert a de nouveau pris la parole, son ton toujours professionnel. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. La propriété en question n'était pas vacante. Mon estomac s'est noué. Qui y vit? Maître Lambert a jeté un regard à ma tante. Un parent par alliance, a-t-il dit. Ils y résident en croyant que la propriété a été légalement transférée. La pièce a tourné. Donc, non seulement on m'a volé quelque chose, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant, mais on l'utilisait. Pendant que j'avais à peine de quoi vivre. Mon grand-père s'est levé lentement. Ça s'arrête ce soir, a-t-il dit. L'autorité dans sa voix a réduit tout le monde au silence. Je ne tolérerai pas une minute de plus de cette supercherie. Mes parents ont commencé à parler en même temps. Des excuses, des prétextes, des justifications qui se chevauchaient, mais il a levé une main. Non, a-t-il dit. Vous avez assez parlé. J'ai senti des larmes me brûler les yeux, non pas par faiblesse, mais par clarté. Toutes ces années, j'ai cru que j'échouais. Ce n'était pas le cas. J'étais gérée, contrôlée, et maintenant, pour la première fois, les personnes qui avaient écrit mon histoire sans mon consentement perdaient la plume. Et je savais au plus profond de moi que quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait à jamais toutes les relations à cette table. Mes mains tremblaient. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que quelque chose en moi venait de se briser pour de bon. Attendez, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le chaos mieux qu'un cri. Tout le monde s'est tourné vers moi. Pendant la plus grande partie de ma vie, c'était le moment où je me taisais, où je laissais les voix plus âgées décider ce qui était le mieux, où j'avalais mes questions et me disais que la paix était plus importante que la vérité. Pas ce soir. J'ai quelque chose à dire, ai-je continué. Et pour une fois, j'ai besoin que vous m'écoutiez tous. Mon père a ouvert la bouche. Mon grand-père a levé la main, l'arrêtant. Continue, Chloé, a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai passé des années à croire que j'étais faible, ai-je dit lentement. Que je ne pouvais pas gérer les responsabilités, que j'étais trop émotive, trop sensible, trop instable. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Tu t'es assuré que je le crois. Elle a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues. Chloé, tu déformes les choses. Non, ai-je dit fermement. Je me souviens.
Le silence est revenu dans la pièce. Je me souviens avoir demandé pourquoi mes offres d'emploi disparaissaient. Je me souviens avoir demandé pourquoi mon dossier bancaire posait toujours problème. Je me souviens que tu me disais que je devais juste faire plus d'efforts. Je me suis tournée vers mon père. Et je me souviens que tu disais que l'indépendance n'était pas tout, que la famille devait prendre soin de moi. Ma voix s'est élevée, non pas de colère, mais d'incrédulité. Savez-vous ce que ça m'a fait? Ai-je demandé. Ça m'a appris à douter de chacun de mes instincts. Ma tante s'est levée brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle, a-t-elle lancé. Tu essaies de nous faire passer pour les méchants. J'ai ri doucement. Non, ai-je dit. Je raconte enfin l'histoire sans vos modifications. Maître Lambert s'est de nouveau avancé, sa voix calme mais inflexible. Il y a autre chose que la famille devrait savoir, a-t-il dit. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que c'est? Les fonds détournés, a-t-il expliqué. Ce n'était pas occasionnel. C'était systématique, mensuel, automatique. Ma mère a laissé échapper un sanglot. Vous avez utilisé mon nom, ai-je dit lentement. Pour contrôler de l'argent destiné à mon avenir. Mon père a frappé du poing sur la table. Ça suffit. Vous agissez comme si des criminels étaient assis ici. Maître Lambert n'a pas bronché. Faux et usage de faux, a-t-il dit. Fausse déclaration financière. Interférence avec des opportunités d'emploi. Chaque mot tombait comme un verdict. Ce ne sont pas des malentendus, a-t-il poursuivi. Ce sont des actions documentées. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Puis du soulagement. Parce que pour la première fois, je n'essayais pas de convaincre qui que ce soit de ma réalité. Les faits le faisaient pour moi. Mon grand-père s'est levé. Je vous ai fait confiance, a-t-il dit doucement à mes parents. Je vous ai confié sa protection. Ils ont tous les deux baissé les yeux. Vous m'avez dit que Chloé avait besoin d'être guidée, a-t-il continué. Mais ce que vous vouliez vraiment, c'était le contrôle. Ma mère est tombée à genoux à côté de sa chaise. Nous avions peur, a-t-elle murmuré. Peur de perdre notre place dans la famille. J'ai baissé les yeux vers elle. Vous ne m'avez pas protégé, ai-je dit. Vous avez protégé votre pouvoir. Les mots semblaient définitifs. Maître Lambert a fermé son dossier. À ce stade, a-t-il dit, nous avons plus qu'assez d'éléments pour engager une procédure judiciaire. La pièce a de nouveau éclaté en supplications, marchandages, promesses frénétiques. Mais je ne les entendais pas, car autre chose se passait. Je me tenais droite. Mes épaules n'étaient plus voûtées. Ma voix ne tremblait plus. Pour la première fois de ma vie, je ne demandais plus la permission d'exister. Je me suis tournée vers mon grand-père. Quoi que tu décides, ai-je dit, je ne veux qu'une chose. Il m'a regardée avec douceur. Qu'est-ce que c'est, Chloé? La vérité, ai-je dit. Au grand jour. Plus de silence. Il a hoché la tête une fois. Ça s'arrête ce soir. Et à cet instant, j'ai su que peu importe ce qui se passerait ensuite, il ne pourrait plus jamais me faire sentir petite. La pièce n'a pas explosé après ça, elle s'est effondrée. Non pas dans les cris ou le chaos, mais dans un silence lourd et suffocant qui me pressait les oreilles. Le genre de silence qui suit quand il n'y a plus rien à nier. Maître Lambert a redressé les documents sur la table. À partir de maintenant, a-t-il dit calmement, tout se passera par la voie légale. Mon père a dégluti difficilement. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il dit à voix basse. On peut arranger ça discrètement. Discrètement. Le même mot qui avait enterré la vérité pendant des années. Non, a répondu Maître Lambert. Cette option n'existe plus. Il s'est tourné vers mon grand-père. Monsieur Dubois, si vous êtes d'accord, nous allons déposer une demande de recouvrement immédiat des actifs et lancer un audit financier complet. Mon grand-père a hoché la tête sans hésitation. Faites-le, a-t-il dit. Ma mère a tendu la main vers lui. Henri, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Il l'a regardé, puis l'a vraiment regardé, et son expression ne s'est pas durcie. Elle s'est vidée. Une famille ne se comporte pas de cette façon,
a-t-il dit doucement. Une famille ne construit pas une cage en appelant ça de la protection. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais elles ne sont pas tombées. Maître Lambert a continué, sa voix ferme, presque douce. La propriété sera restituée au nom de Chloé, avec effet immédiat. Tout revenu tiré de son utilisation sera calculé et remboursé. Des dommages et intérêts supplémentaires seront évalués. Ma tante a secoué la tête, incrédule. Tu détruis cette famille. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez déjà fait. C'est juste le moment où tout le monde le voit. Pour la première fois, personne n'a contesté mes propos. Mon père s'est affalé sur sa chaise, les épaules basses. Ma mère a couvert son visage de ses mains. Quels que soient les rôles qu'ils avaient joués, gardiens, décideurs, protecteurs, ils avaient disparu. Ils n'étaient plus que des gens confrontés aux conséquences de leur choix. Maître Lambert a fermé sa mallette. Des enquêteurs prendront contact d'ici 48 heures, a-t-il dit. D'ici là, je conseille vivement à tout le monde de s'abstenir de contacter Chloé. Il m'a regardé. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit tranquillement. En sécurité. Le mot me semblait étranger, mais bienvenu. Mon grand-père est venu se tenir à côté de moi, posant une main ferme sur mon épaule. Je suis désolé, a-t-il dit, pas seulement à moi, mais à la version de moi qui avait lutté en silence pendant des années. Tu n'auras plus à te battre seul. J'ai hoché la tête, m'autorisant enfin à respirer. Autour de nous, la table de Noël était intacte, plat froid, vin renversé, tradition brisée. Mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. J'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Et je savais que le prochain chapitre ne serait plus une question de survie. Il s'agirait de reconstruire, selon mes propres termes. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit de Noël. Parfois, cela me semble lointain, comme une histoire que j'aurais entendue sur quelqu'un d'autre. D'autres fois, c'est si proche que je peux encore entendre la voix de mon grand-père résonner à travers la table. Sentir encore le poids de ce silence peser sur ma poitrine. Je suis sur la terrasse de la maison au bord du lac maintenant, celle qui était censée me protéger, puis qui a été utilisée pour me piéger. L'eau s'étend devant moi, calme et sereine, comme si elle n'avait jamais été témoin des mensonges construits autour d'elle. La procédure judiciaire a été longue, douloureusement longue. Il y a eu des entretiens où j'ai dû répéter des choses que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Des relevés bancaires qui montraient avec quelle minutie ma vie avait été gérée sans mon consentement. Des emails qui prouvaient que mes instincts n'étaient pas de la paranoïa, mais des avertissements. Certains jours, je sortais des réunions en me sentant forte. D'autres jours, je restais assise dans ma voiture après, agrippée au volant, me demandant comment des gens qui prétendaient m'aimer avaient pu être si méthodiques pour me maintenir petite. Mais j'ai continué, parce que pour la première fois, personne ne me disait d'arrêter de poser des questions. La maison m'a été officiellement restituée en quelques mois. Chaque document était accompagné d'une explication. Chaque décision nécessitait mon approbation. Plus personne ne parlait à ma place. Rien que ça a tout changé. Les fonds qui avaient été pris ont été restitués, ainsi qu'une compensation ordonnée par le règlement. J'ai remboursé mon prêt étudiant en une seule fois. Quand j'ai vu le solde atteindre 0, je n'ai pas célébré. Je suis juste restée là, à fixer l'écran, réalisant à quel point la peur avait façonné mes choix pendant si longtemps. Peur d'échouer, peur d'avoir besoin d'aide, peur qu'ils aient peut-être eu raison à mon sujet. Il a fallu du temps pour désapprendre cela. Je ne me suis pas précipitée dans une nouvelle vie. Je l'ai reconstruite lentement. J'ai travaillé avec des thérapeutes et des conseillers financiers, non pas parce que j'étais instable, mais parce que la guérison mérite aussi une structure. J'ai lancé mon cabinet de conseil presque par accident. Au début, je partageais simplement mon expérience en ligne, prudemment, anonymement. Les gens ont réagi d'une manière que je n'attendais pas. Des messages d'inconnus à qui l'on avait dit qu'ils étaient irresponsables, émotifs, incapables, par des partenaires, des parents, des frères et sœurs. Des gens qui avaient appris à douter d'eux-mêmes de la même manière que moi. Alors, j'ai officialisé les choses. Maintenant, j'aide les gens à comprendre les contrats, les finances, les limites. Je leur apprends à se protéger,
non seulement juridiquement, mais aussi émotionnellement. À reconnaître quand l'inquiétude se transforme en contrôle. Mon agenda se remplit plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Plus important encore, cela remplit quelque chose en moi qui me semblait auparavant définitivement vide. Mon grand-père me rend souvent visite. Nous avons reconstruit notre relation, avec soin. Honnêtement. Il y a des choses dont nous ne parlons pas encore, et c'est très bien comme ça. La confiance ne revient pas d'un seul coup. Un soir, alors que nous regardions le soleil disparaître derrière le lac, il a dit quelque chose qui m'a enfin permis de me pardonner. « Tu n'étais pas faible », a-t-il dit. « Tu étais isolé. » Il y a une différence. J'y pense souvent, car pendant si longtemps, j'ai cru que mes difficultés étaient un échec personnel. Maintenant, je comprends que c'était un système conçu pour me garder dépendante, et j'y ai survécu. Cette maison ne ressemble plus à une preuve dans une affaire ou à un symbole de trahison. Elle est calme, sûre, la mienne. Pour la première fois de ma vie, je ne me prépare pas à la prochaine perte. Je planifie, et c'est peut-être la plus grande liberté de toutes. Noël n'a plus la même saveur. Pendant la majeure partie de ma vie, c'était une performance. Une table pleine de gens prétendant que tout allait bien. Souriant à travers le malaise, évitant les vérités qui menaçaient l'image de la famille. Je pensais que c'était normal. Je pensais que le silence était une forme de respect. J'avais tort. Le silence peut être une cage. Cette nuit-là m'a appris quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour n'exige pas que vous vous rapetissiez. Et la protection ne s'accompagne jamais de secrets ou de peur. Quand quelqu'un contrôle votre accès à l'argent, à l'information ou aux opportunités, ce n'est pas de l'attention. C'est du pouvoir. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la colère ou la vengeance. C'est la vérité, documentée et indéniable. C'est la loi qui est intervenue là où les émotions ont échoué. C'est une personne qui a été prête à dire « ça s'arrête ici ». Je ne raconte pas cette histoire pour punir qui que ce soit. Je la raconte parce qu'il y a des gens qui écoutent et à qui on dit qu'ils sont trop émotifs, pas prêts, ou incapables de gérer leur propre vie. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, écoutez ceci, être blessé ne vous rend pas faible. Avoir besoin de clarté ne vous rend pas difficile. Et demander de la protection n'est pas la même chose que d'abandonner le contrôle. Aujourd'hui, ma vie est calme d'une manière qui me semble honnête. Je choisis qui a accès à moi, financièrement, émotionnellement, légalement. Je ne confonds plus la loyauté avec le silence. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, vous avez le droit de connaître la vérité sur votre propre vie. Vous avez le droit de poser des questions. Et quand la vérité éclate, la guérison peut enfin commencer. Pour moi, c'est ça, la vraie gratitude.